Vous ne prenez jamais assez de départ. Tous les jours, vous devriez en faire de 15 à 20. Tous les jours. À vos marques. Prêt. Alors, je m'appelle Guy Roux, je suis né le 18 octobre 1938 à Colmar. Je suis très rapidement revenu à Appoigny dans l'Yonne en raison d'un certain caporal autrichien. Et j'ai donc été enfant dans ce village bourguignon. Je pense que j'ai trouvé ma première balle aux alentours de l'âge de 4-5 ans, parce que mes meilleurs copains avaient des frères un peu plus grands qui déjà jouaient au football, et mes copains, dont le père n'avait pas été prisonnier, avaient des pères footballeurs ou anciens footballeurs. Donc ça a été immédiatement mon premier jeu. À l'école, j'avais un instituteur très Troisième République qui s'appelait M. Teinturier et qui nous faisait faire du sport, qui nous emmenait au stade une fois par semaine, qui nous faisait jouer au foot, même si lui ne jouait pas. Et on a, en particulier, le 14 juillet 1944, joué un match de football France-Angleterre. C'est une anecdote très originale parce qu'il a fait jouer par le reste de la fanfare la Marseillaise et le God Save the Queen en présence des soldats allemands qui étaient venus à cette fête. Après, je suis allé au lycée de Colmar en raison de circonstances de ma vie. Et là, j'ai rencontré un professeur de latin qui, dans notre après-midi légal de plein air, avait fait une équipe de foot avec notre classe de 6e puis notre classe de 5e. Et nous rencontrions les autres classes d'autres lycées. Je suis revenu ensuite au lycée d'Auxerre et j'étais pensionnaire. Je n'aurais jamais supporté l'internat s'il n'y avait pas eu 2 récréations, 12h30, 13h30 et 4 à 5, avec des matchs de foot intervillages, avec une petite balle de caoutchouc verte percée d'un trou pour ne pas casser les carreaux. Et là, pendant 5 ans, j'ai fait ces 2 heures de jeu quotidien. Je suis venu jouer à la J. Auxerre, en minime, puis en cadet, en junior, et j'avais l'un des premiers entraîneurs français diplômés à Reims, du temps de Lucien Perpère. Il s'appelait Pierre Grosjean, il n'est plus des nôtres aujourd'hui, et je crois qu'il a vraiment soufflé très fort sur les braises que j'avais en moi du football, parce qu'il adorait ça. Et tous les jeudis où il n'y avait pas de foot au lycée, je venais bien sûr à l'entraînement, au lieu d'aller en promenade, ce qui était une différence considérable. Et je venais en vélo de mon village tous les dimanches jouer dans ses équipes. Et là, comme il avait suivi les stages, il avait déjà une méthode qui devait être mise au point par Gabriel Hanot. C'était dans les années, moi, je commençais en 53, 54. Et bon, on suivait un entraînement déjà rationnel, avec un échauffement physique sans ballon, un travail physique sans ballon, d'endurance sur la piste autour du terrain et de vitesse des courses sur 15 mètres, 20 mètres. Et puis après, on faisait de la technique, déjà des jonglages, déjà des passes, déjà des tirs au but, et puis après, on jouait. J'ai donc eu mon bac sciences ex, et après se posait le double problème de faire des études supérieures sans argent et d'essayer de jouer au football au plus haut niveau. Donc j'ai fait un essai à Limoges que Pierre Flamion venait de prendre, et ils m'ont prêté une année à Poitiers, où j'ai joué en division d'honneur à ce moment-là, avec un entraîneur complètement méconnu, enfin sauf dans sa région, qui s'appelait M. Morin, qui était un apôtre de l'analyse du geste et de l'enseignement par l'analyse. Ce qui fait que j'ai appris grâce à lui, dans cette année-là, et aussi en faisant son stage de diplômé UFOLEP, j'ai appris à enseigner le football à partir de l'analyse, et j'ai surtout appris l'analyse du geste
ce dont je me suis servi durant toute ma carrière, y compris ma carrière professionnelle. Il a fallu que je me demande très vite si j'arriverais à être un professionnel ou pas. Pierre Flamion m'a renseigné la deuxième année. Il m'a dit, tu es trop lent pour faire un professionnel de deuxième division, mais comme tu as une bonne technique, une bonne endurance et un bon mental, tu pourrais jouer en deuxième. Si tu veux, on va te prêter à Perpignan ou ailleurs. Et moi, j'ai dit, ou je serai un joueur de première division, ou je ne serai pas un joueur professionnel. Et les joueurs de Limoges, c'était Pinverne et Sissi, les deux demi de Reims. Et Pinverne, c'était le demi de l'équipe de France en Suède. Donc j'avais là des maîtres, bien sûr, qui avaient plus de 30 ans. Mais je me suis aperçu aussi que j'étais moins bon qu'eux. Donc j'ai décidé de ne pas être joueur professionnel. Et là, à 22 ans, la JOCR m'a retrouvé et m'a proposé d'être entraîneur-joueur. Là, j'ai interrompu mes études supérieures et je suis venu à Auxerre comme entraîneur-joueur en 61. Nous étions dans un club, un patronage de DH purement amateur. Tous les joueurs travaillaient, et ce n'était pas 35 heures, c'était plutôt 45 à cette époque-là, beaucoup à l'usine. Donc il fallait que je m'organise pour essayer de leur faire le plus d'entraînement possible en dehors de leurs heures de travail. Bon, ils étaient assez réceptifs, très amoureux du foot, mais nous n'avions pas, par exemple, une zone éclairée. Nous avions une piste où il y avait les lumignons de la rue qui nous permettaient de ne pas être dans le noir absolu. Et puis nous avions une lampe sous laquelle on faisait des 4x4 en changeant les joueurs pour pouvoir se distraire un peu à la fin du travail physique. Après, je suis parti à l'armée et je me suis trouvé au sein de l'instruction des blindés de Trèves, où là j'ai eu vraiment des possibilités d'entraîneur professionnel, puisque nous devions former une sélection pour le tournoi de l'OTAN. Et nous avions la possibilité de nous entraîner de 11h à 13h tous les matins, avec les meilleurs joueurs recrutés parmi 2000 recrues tous les 2 ans. Donc j'avais une équipe de niveau 2e division. D'ailleurs, nous avions battu Metz 3-2 à Saint-Symphorien dans un match amical du mercredi, Metz étant en 2e division. Cette métropole d'arbres et de pelouses, de briques et de cendrées, c'est le temple et le haut lieu, le laboratoire du sport français. J'ai eu la chance de pouvoir suivre un stage en auditeur libre d'entraîneur à l'INS, le stage national dirigé par Georges Boulogne, dont le major avait été Juste Fontaine en 1963, pendant mon service militaire. Et là, j'ai commencé à connaître la méthode française d'entraîner, qui était une méthode mise au point, en gros, depuis la guerre, par Gabriel Hanot et un certain nombre d'entraîneurs nationaux que Georges Boulogne avait réunis autour de lui. Et je me suis appuyé sur cette méthode-là pour commencer. Et puis après, j'ai été libéré et je suis revenu entraîneur-joueur à Auxerre 2 saisons plus tard, pour la saison 64-65. J'ai repris mes fonctions d'entraîneur, à temps partiel bien sûr, et j'ai créé un cabinet d'assurance pour pouvoir vivre. Et là, j'ai commencé à penser qu'il fallait, si je voulais sortir de la division d'honneur, augmenter la quantité d'entraînement. Alors la quantité d'entraînement, je le rappelle, courante en division d'honneur, c'était 2 entraînements par semaine le soir. Et en gros, ça commençait le 15 août et ça finissait le 15 mai, ou le 1er mai, mais on faisait des tournois de Sixte, donc presque 8 mois et demi, 8 mois à 2 séances, et en enlevant encore 2 semaines à Noël. Et moi, j'ai dit, il faut augmenter le nombre, donc c'est facile, il suffisait de doter d'un calendrier. Donc j'ai dit, ça va être 11 mois d'entraînement, je ne vais pas gaspiller le mois de juin, qui est très bon, et je vais reprendre au 1er août, donc ça fera 11 mois. Et puis, au lieu de faire 2 séances, je vais en faire 3, puis 4, et j'ai réussi à introduire une séance du midi à 2 heures. C'est-à-dire que mes joueurs, dans cette époque-là, avaient des vélos et des Solex comme moyen perfectionné, revenaient de l'usine. La ville d'Auxerre est très petite, on peut être dans n'importe quel coin de la ville en 10 minutes, surtout en 2 roues. Et donc ils arrivaient rapidement au stade, ils se déshabillaient en moyenne en 4 à 6 minutes, alors qu'un professionnel maintenant se déshabille en 35 à 40 minutes pour faire la même chose. Donc ils se déshabillaient en 4 minutes et ils étaient sur le terrain
Et là, on faisait que du ballon, parce que on avait le jour. On avait le jour. Puis j'avais réussi à obtenir, à gagner, à aller mendier ici ou là auprès des commerçants quelques ballons supplémentaires. Et là, on a commencé vraiment à faire des progrès techniques. Et j'ai employé comme méthode d'enseignement les exercices que j'avais pris dans mon cahier au cours du stage que j'avais suivi en 63, et aussi des exercices que j'avais pris dans mes premiers voyages dans les clubs allemands. Une longue balle à Hurst, presque tout seul dans le camp allemand. Un tir du genre désespéré et le score final est scellé. 4-2 après prolongation pour l'Angleterre. L'Angleterre est championne du monde. Quelle finale dramatique, aux émotions presque insoutenables. 2 buts dans les dernières minutes du temps réglementaire, puis des prolongations. Et surtout, un but dont on n'a pas fini de parler, d'autant qu'aucune caméra n'a pu en apporter la preuve absolue. J'employais mes vacances, une partie de mes vacances, et surtout mes économies, pour aller voir premièrement les grandes épreuves. J'ai assisté à toutes les Coupes du Monde à partir de 66, les Euros qui avaient intercalé, et puis faire des voyages dans des clubs, alors en Europe d'abord, et puis ensuite plus loin. Et donc j'ai assisté en particulier, je vais citer seulement les temps forts, à 15 jours d'entraînement de Barcelone avec le Rinus Michels. Et c'était les 15 derniers jours de sa présence au Barça, mais il jouait la Coupe du Roi. Et il y avait comme joueurs marquants Cruyff, Niskens et des internationaux espagnols qui sont devenus entraîneurs comme Rexach. Et ça, Rinus Michels m'avait adopté dans son groupe, m'a même emmené en déplacement à Saragosse dans le groupe. Et là, j'ai évidemment énormément appris sur le plan technique, sur le plan des jeux, sur le plan de la pédagogie, parce que Rinus Michels est, à mes yeux, l'un des plus grands entraîneurs européens ou mondiaux ayant existé. On est resté en division d'honneur 10 ans, jusqu'en 70. En 70, on est monté en 3e division, on a installé l'éclairage, on a systématisé l'entraînement du midi. On est resté pendant 4 ans en 3e division. Là, c'était quasiment l'entraînement quotidien. Comme c'était nouveau, mes joueurs acceptaient tout en n'étant quasiment pas payés. Ils avaient presque que des primes de match. J'ai commencé à inaugurer pour les grands matchs les mises au vert la veille, dans des hôtels absolument miteux. J'ai même eu une fois, il pleuvait dans ma chambre, mais c'était quand même une mise au vert de veille de match. Et j'ai perfectionné donc ma méthode de travail. Donc 70, 74 monté en 2e division. Mais 2e division, c'était promotionnel. Les joueurs travaillaient toujours, sauf les Polonais que j'avais pris et que je faisais travailler dans le club comme moniteur. Mais tous les autres joueurs travaillaient, mais là j'avais des accords horaires. Ils reprenaient le travail qu'à 2h30 et j'ai fait 2 entraînements du midi et au lieu de prendre le sandwich sur le Solex, ils avaient un repas chaud qui était préparé par une dame dans un vestiaire à ce moment-là, puis dans une salle à manger qu'on a installée. J'ai donc toujours obtenu une amélioration par plus de quantité d'entraînement. Avant de penser que c'est un changement de qualité d'entraînement, un changement de moyens, c'est surtout une quantité, partant du principe qu'en 1 heure, vous apprenez des choses pendant 1 heure et en 2 heures, vous apprenez 2 fois plus. Et donc, ces quantités d'entraînement, j'ai même ramené les vacances à 3 semaines. À Noël, une année où on était mal classé, j'ai pris l'image du Tour de France, j'ai dit on saute le ravitaillement, pas de vacances, on va faire un travail foncier formidable. On était mal classé, relégable en 3e division. Pendant les 2 semaines de Noël, on a couru comme des fous, on a dû faire 100 km pendant les 2 semaines, dans la forêt, sur le terrain, tous les jours. Et quand on a repris, je me souviens, on était mené 2-1 à Baume-les-Dames et on a gagné 5-2 parce que les autres, ils sortaient du réveillon et que nous, on sortait de 2 semaines d'entraînement forcené. Et comme ça, je crois que j'ai fait franchir une étape à notre club parce qu'on n'a pas vraiment recruté. On a recruté, d'abord en DH, on ne recrutait jamais, il fallait que ce soit les gamins du pays.
Mais en troisième division, c'était un joueur, deux joueurs par an. En deuxième division, c'était 3 joueurs, jusqu'à la première division en 1980. « 80% des joueurs ont aimé travailler en forêt et ont accepté des doses de travail de course qui auraient été très dures à faire passer sur une piste ou sur un terrain de football transformé en piste. Vous faites facilement un 3820 mètres sur un circuit varié, avec une côte au milieu, une descente un peu acrobatique, un passage dans les sapins, et puis arriver échelonné, bien sûr, avec des différences allant jusqu'à la minute. C'est très difficile de faire 10 tours de terrain en les mesurant. Les joueurs l'acceptent en début de saison, quand vous êtes dans un stage et que vous êtes en montagne, vous n'avez pas de forêt, alors vous les faites courir sur le terrain de foot 10 minutes, 15 minutes. Alors ils le font. C'est le début de saison, on accepte tout facilement. Mais s'il faut faire ça toute l'année, là je crois que vraiment la forêt et la nature sont des éléments très importants. De plus, sur le plan culturel, nous avons dans les jeunes footballeurs aujourd'hui les enfants des banlieues. Et je peux vous dire que j'ai fait découvrir à des enfants, à des jeunes du centre de formation, les joies de tenir une feuille d'ortie au creux de la main ou de s'enlever les épines d'une main quand on a traversé des fourrés. Et ça, j'ai trouvé que ça manquait à leur culture et qu'il n'y a pas de fourré et il n'y a pas d'ortie dans les grands ensembles de la banlieue parisienne. Moi, sans en tirer une vanité particulière, parce que j'ai bien des manques ailleurs, je pense que j'ai toujours été chef. J'étais chef de classe, j'avais un instituteur qui faisait la méthode Freinet, donc des travails par équipe et par petits groupes. J'étais déjà le chef de mon groupe, et puis j'étais le plus petit de la classe et j'étais le chef de tous les groupes. Ensuite, je l'ai déjà dit, au lycée, puis dans le club, j'étais capitaine, et quand il n'y avait pas d'entraîneur, je faisais l'équipe. Dans mon village, où j'avais fait une équipe aussi, j'étais le plus petit, et c'est moi qui faisais l'équipe. Et ensuite, partout où je suis allé, quand je jouais, avant d'être entraîneur-joueur, on m'a nommé capitaine. À Limoges, en CFA, M. Cailleton, qui était l'entraîneur, m'avait nommé capitaine alors que j'étais l'un des joueurs les plus jeunes et les plus obscurs. Et j'avais parfois dans l'équipe des pros qui redescendaient ou qui revenaient de blessures, prestigieux, et puis j'étais capitaine de l'équipe quand même. Donc je pense que j'avais ce don-là et qu'il avait été détecté par des entraîneurs professionnels que j'avais rencontrés, et que donc ce don était réel et j'ai eu raison de persévérer. D'ailleurs, quand Flamion m'a dit « tu ne peux pas être professionnel de première division », répondant à une de mes questions, évidemment, il m'a beaucoup peiné. J'ai été quelques nuits sans dormir parce que c'était un rêve très profond d'enfant qui s'en allait. Mais j'ai dit « alors, je veux être un très bon entraîneur, tout de suite ». Et j'avais à ce moment-là 22 ans. Alors, je veux être très bon entraîneur. Et j'avais fait le calcul suivant. Le début des stages était 35 ans à cette époque, puisque c'était la fin de la carrière professionnelle officielle. Les joueurs devaient avoir des contrats jusqu'à 35 ans, et donc très naturellement, on leur ouvrait la porte du stage d'entraîneur à 35 ans. Et moi j'ai dit, si je commence à être entraîneur à 22 ans, quand je vais avoir 35 ans, j'aurai 13 ans d'expérience, je vais être drôlement meilleur que ceux qui vont commencer à apprendre. Et donc je suis parti déterminé comme ça. Comme j'étais fou de jeu aussi, j'étais entraîneur-joueur jusqu'à 30 ans. Jusqu'à la montée en 3e division, où là j'ai dit, il faut que je me décroche parce que sinon je vais mal travailler. Donc ayant ce don pour m'imposer aux autres, je pense que ça s'est fait assez facilement, assez naturellement. Et ce n'est ensuite que dans l'analyse de ce que j'ai fait que je peux en parler. Ce n'est pas avant, je n'ai pas appris à enseigner et à m'imposer aux autres, je me suis imposé aux autres et je me suis demandé après comment j'avais fait, notamment pour pouvoir faire des conférences. Et j'ai retenu un certain nombre de principes
qui sont valables à mon avis pour tout le monde et dans toutes les professions. On ne peut pas entraîner une équipe de football, une équipe dans n'importe quel sport, ou même une équipe commerciale ou industrielle, si on n'aime pas les membres qui la composent. Le principal de l'entraîneur, c'est l'amour des joueurs qu'il entraîne. S'il n'a pas un amour profond pour les joueurs qu'il entraîne, s'il ne les aime pas, s'il en déteste quelques-uns, s'il n'a pas un amour de caractère paternel, il ne réussira pas. Alors pourquoi je dis de caractère paternel? Parce que dans l'amour paternel, il y a le pardon de la faute. Les joueurs, ils font des bêtises. Ils travaillent mal, ils échappent à la discipline, ils font des choses répréhensibles dans le jeu. Par exemple, si vous prônez un jeu correct avec respect de l'adversaire, tout d'un coup vous en avez un qui fait péter un tacle assassin et qui casse la jambe de l'autre, évidemment vous êtes très fâché après lui. Vous prônez une discipline, une hygiène de vie, sans laquelle on ne peut rien faire, j'ai toujours insisté là-dessus. J'ai même employé des méthodes policières pour veiller à ça. Il faut que les joueurs dorment. Le principe général du sport, c'est entraînement plus repos égale forme. L'entraînement, il faut le faire bien, on l'a vu avant, mais le repos, c'est les joueurs qui doivent le faire. Vous ne pouvez pas vous reposer à leur place. Vous devez quand même savoir si vous avez un joueur, quand il arrive le matin pour jouer un match, s'il a dormi la veille ou s'il était en discothèque. Eh bien, vous devez les aimer tellement que vous devez leur pardonner, après avoir sanctionné. Et celui qui n'a pas ça, qui n'a pas des facultés d'amour paternel multiples, et qui ne laisse échapper aucun joueur de la famille, celui-là ne peut pas être entraîneur. Ça, c'est la base du comportement. Et pourtant, en professionnel, on a une promiscuité, une vie commune énorme. L'année dernière, on a joué 59 matchs officiels, plus 7 ou 8 matchs amicaux, les 59 matchs officiels avec mise au vert la veille, et plus 4 stages d'une semaine, parce que moi j'étais un adepte de la montagne, de l'altitude. Je faisais 2 stages en altitude et 2 stages en plaine, et donc 4 stages d'une semaine. Enfin, en tout, je calculais qu'on faisait ensemble entre 150 et 200 repas à la même table. Je me disais à la fin de l'année, mais ils ne doivent plus pouvoir me voir. Ils ne doivent plus pouvoir me voir en peinture. Enfin, bon. Et moi, je m'interrogeais, est-ce que je suis encore content quand je viens? Bon, des fois, j'étais un peu las, mais j'étais encore content de venir. Et la dernière mise au vert que j'ai faite, évidemment, c'était avant la finale de la Coupe. Et je savais que ça serait la dernière, alors elle avait un goût particulier. Mais quand même, c'était à Chantilly, je me suis testé pour savoir si j'étais content d'aller manger avec eux. Et je crois que ma plus grande force, ce qui m'a permis de faire une carrière d'une longueur apparemment record, en tout cas dans le même club, c'est d'avoir toujours eu un amour profond et éternel et complet des joueurs. Les situations psychologiques, on peut en décrire quelques-unes. Le succès. Quand vous êtes dans une situation de succès, de série de succès, vous venez de gagner 5 matchs de suite, il faut savoir que vous êtes en très grand danger. Vous devez avoir une crainte énorme, vous ne devez pas céder à l'euphorie, à l'allégresse générale, vous devez au contraire être dans une inquiétude folle. Parce que le succès amoindrit la faculté de combat, et donc vous êtes moins méfiant, vous êtes moins combatif, et vous êtes prêt de vous faire cueillir par le suivant qui va venir. Alors vous avez un élan, vous en gagnez encore quelques-uns, mais quand vous êtes cueilli, après la chute, elle est rapide, et il n'y a plus de branches pour s'attraper, et c'est grave. Donc vous devez savoir, et vous devez être sur vos gardes quand tout le monde est euphorique. La deuxième situation psychologique du groupe difficile,
c'est quand vous êtes dans une spirale d'échecs, c'est l'inverse. Ça m'est arrivé 3 fois dans ma carrière. La dernière fois, j'avais gagné 5-0 contre Lorient début février, avec une bonne équipe, mais un faible Lorient qui est descendu cette année-là. On était 5e au classement. Donc, on joue pour la Coupe d'Europe. Tout va bien. On va à Strasbourg, on tire 2 fois dans les poteaux, un bon match, on perd 2-1. On rejoue chez nous, après je ne me rappelle plus des adversaires, et on se fait contrer, on bute sur une grosse défense, et on perd 1-0. Et après, ça continue. Un petit nul. À un moment, mon président me dit on devrait faire quelque chose si on prenait 4 points dans les 2 prochains matchs. Je lui dis, mais président, c'est pas 4 points qu'on veut. C'était Nantes. Je lui dis, c'est 1 point. Ça fait 1 mois qu'on n'a pas pris 1 point. Faut donner pour 1 point, faire un jeu avec les joueurs, une surprime pour 1 point. On l'a fait, on a pris 1 point, mais on a reperdu derrière. Et finalement, de la 5e place, on est arrivé à la dernière journée, match décisif contre Rennes pour se maintenir en première division. Là, j'ai fait une mise au vert dans le Morvan de 3 jours. J'ai remonté les joueurs comme j'ai pu et on a gagné 2-0. J'ai eu un événement extérieur qui m'a donné une vitamine de bonheur dans l'équipe qu'il n'y avait plus. J'avais un joueur chilien qui s'appelait Reyes, que j'avais récolté à la Coupe du Monde 98. Et il devait avoir un bébé à 22h. Au Chili. Et on écoutait, il n'y avait pas de portable, et le bébé est né à 22h30. Et au lieu de dire aux joueurs de dormir, j'ai dit, allez, champagne. On a bu, toute l'équipe, 2 bouteilles de champagne avec le joueur qui était fou de joie. J'avais acheté je savais que c'était une fille, j'avais fait un bracelet, je lui ai donné le bracelet du bébé. Et sur cet air de fête collective qui est revenu sur un événement de la vie très important, qui est une naissance, et qui est toujours ressenti dans une équipe de foot, le lendemain, on a gagné 2-0, mais très bien, 2-0, et le premier but de Reyes, seul but qu'il ait marqué en 3 ans à Auxerre. Et donc, c'est vous dire que quand vous êtes mal parti, c'est une situation très difficile. Il faut garder l'unité. Alors s'ajoute à ça maintenant tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire que même à Auxerre, où j'étais à ce moment-là depuis 40 ans, 35 ans, il y en avait qui commençaient à affûter le couteau de l'échafaud. La presse, que j'arrivais à tenir tant bien que mal, et qui s'est réveillée pour nous parce qu'elle a senti, il y a un journal unique qu'il allait perdre son gagne-pain, c'est-à-dire l'équipe de première division. Donc ils ont fait un appel au peuple, il y a eu je ne sais pas combien de lettres pour nous encourager le dernier jour, mais ça faisait 2 mois qu'ils taillaient dur. Et voilà. Et donc cette situation, quand vous êtes en situation d'échec, il faut d'abord soi-même rester bien équilibré. Il faut continuer d'aimer les joueurs, ne pas leur taper dessus parce que ça ne sert plus à rien. Ils sont déjà enfoncés. Alors, un clou qui est au fond, vous ne pouvez pas l'enfoncer. Il faut essayer de les relever. Il faut trouver des ballons qu'on leur met aux pieds qui les remontent à la surface. Normalement, vous devez traiter tous les joueurs pareil. Tout enseignant, évidemment, est accusé de chouchoutage, tout instituteur, tout professeur. Mais il doit traiter tous les joueurs de la même manière. Sauf quelques-uns qu'il est obligé de traiter autrement s'il est pris dans la haute compétition et si les intérêts généraux, y compris les intérêts de ses copains, nécessitent une injustice multipliée. L'injustice que j'ai pratiquée seulement dans les dernières années de ma carrière. Et aussi un peu au début, lorsque j'avais un joueur très caractériel et très doué, si j'avais été en division d'honneur, je crois que je l'aurais mis à la porte à la 2e semaine. Je l'ai supporté 7 ans. Il a été le meilleur joueur du club de tous les temps et c'est le joueur qui, 20 ans après, aime le plus le club. Et je l'ai supporté, au détriment de la justice. Bon, il avait des punitions, mais quand même au détriment de la justice. Je n'aurais pas dû le supporter tellement il était insupportable. J'ai été patient parce que c'était mon métier d'amener le meilleur joueur possible
au plus haut possible pour qu'ils fassent gagner des matchs au club et qu'ensuite nous réalisions un transfert tel qu'on puisse construire une salle de football avec le transfert. Et là aussi, j'ai bafoué un petit peu les principes d'égalité, de justice qu'on doit avoir dans la pédagogie avec les joueurs. J'ai même été un père injuste, puisque je disais qu'il fallait de l'amour paternel, pour le bon rendement de la famille. Là maintenant, j'ai quelques mois de distance avec mon dernier exploit dans l'injustice, et je ne regrette pas, et j'enseigne même cette injustice dans les conférences que je fais. Voilà. Ici, quand on a commencé à payer les joueurs en deuxième division, on avait tous les bien-pensants de gauche de la ville contre nous. J'ai été obligé de dire à un prof d'allemand, est-ce que vous êtes professeur d'allemand amateur ou professionnel? Est-ce que le proviseur du lycée, il est amateur ou professionnel? Est-ce qu'il pourrait être proviseur amateur? De quoi vivrait-il? Est-ce que s'il était ouvrier chez Guillet et proviseur du lycée, il serait aussi bon proviseur du lycée? Donc le professionnalisme est un fait humain obligatoire si on recherche une amélioration et du perfectionnement, pour la bonne raison, et je l'ai abondamment démontré, qu'il faut beaucoup de temps pour pratiquer le principe entraînement plus repos égale forme. Si vous faites beaucoup d'entraînement à côté d'un autre travail avec lequel vous gagnez votre vie, il vous manque le repos. Et vous n'avez pas le perfectionnement ni la grande forme. Alors le problème, c'est combien? Est-ce qu'il y a des limites? Bon, j'ai appris en son temps que Blokhin était l'homme le plus payé de Kiev, au moment où il y avait l'URSS, plus que le secrétaire général du Parti communiste de Kiev, et plus que les chirurgiens de l'hôpital de Kiev. C'est donc que les joueurs d'élite, quand même, on a toujours eu envie de les payer cher. Alors il y a la concurrence entre les clubs pour les prendre, donc ça fait monter les prix. Et puis il y a un phénomène objectif qui a fait monter les prix dans des proportions que certains disent inacceptables. Raymond Kopa a joué au maximum dans sa vie devant 100 000 personnes à Bernabéu, au Real Madrid. Zidane joue dans le même stade, devant les mêmes 100 000 personnes. Seulement, il y a 1 milliard de gens qui voient le match. Et quand c'est la Coupe du Monde, c'est 3 milliards. Alors, quand il y avait 100 000 personnes, Raymond Kopa, il était payé 10 fois plus qu'à Reims, où il y en avait 6 000 à 8 000. Mais maintenant qu'il y en a 1 milliard, on n'a quand même pas appliqué la progression. Parce que tous les gens qui regardent la télé, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la manière bébête de la redevance ou à travers le relais de la publicité, tout le monde paye. Ils ont fait des achats de droits. Alors ces droits, ils vont à qui? Il faut quand même qu'ils aillent à ceux qui le font, c'est-à-dire aux acteurs. Les médias qui ont été le moteur de l'enrichissement des clubs, des joueurs et des entraîneurs, posent aussi d'autres problèmes. Les médias, c'est le jugement permanent d'observateurs sur la vie des joueurs, de l'équipe et de l'entraîneur. Et comme c'est une compétition, ça va très bien quand on est dans les premiers, parce que c'est des médias de louanges. Ça va très bien, sauf pour l'entraîneur qui doit constamment freiner ses louanges, qui peuvent faire prendre la grosse tête à l'équipe, et on est dans le cas de l'euphorie dangereuse. Mais quand on est mal classé, c'est le catastrophisme. Et le catastrophisme amène à la recherche de responsabilité. Et alors, qui est responsable du fonctionnement d'une équipe de foot? Il y a 3 familles. Il y a les dirigeants et le président. C'est eux qui décident. Il y a les joueurs qui jouent, c'est eux qui jouent et on n'a pas le droit de les changer en cours de saison. Et il y a l'entraîneur qui est tout seul, qui ne décide pas et qui ne joue pas, et qu'on peut changer. Donc très naturellement, quand on est mal classé, on est tenté de changer l'entraîneur. Dans l'année 2004-2005, on a changé la moitié des entraîneurs de première division durant le championnat. Côté soleil, les médias amènent de l'argent, amènent la popularité, et qui est exploitable. Parce que moi, j'ai eu la chance donc de pouvoir travailler dans les médias,
parce que je suis consultant radio-télévision. J'ai eu la chance d'avoir une notoriété exploitable par le biais de la télévision. Donc tout ça, c'est bien. J'ai en fait une reconversion due aux médias, puisque j'ai 3 ans pour commenter les matchs sur Canal+. Alors il y a une sorte de morale, parce que le fait que la télévision télévise les matchs permet à des clubs comme Auxerre, dans une ville de 40 000 habitants, d'être en première division, parce qu'ils fournissent la moitié du budget. Et aussi, ça permet de la publicité, puisque cette publicité étant démultipliée par les images, la publicité paye plus cher. Alors pour moi, c'est un bien avec quelques inconvénients. Le premier cas de dopage que j'ai connu, c'est dans ma famille, et c'est la personne que, peut-être une des 2 personnes que j'ai le plus aimé au monde, 3 personnes, 4 personnes, c'est ma grand-mère. Elle avait le foie malade, elle prenait du bol d'eau, de la tisane de bol d'eau tous les midis, et le jeudi, elle prenait un café, parce qu'elle faisait la lessive. Elle faisait la lessive avec un battoir au lavoir du village, et c'était un travail physique à genoux. Les draps, elle les jetait dans l'eau, elle les tirait. C'était un très gros travail physique, elle était déjà âgée. Eh bien, elle améliorait sa performance en buvant du café au lieu de prendre du bol d'eau. Ce qui veut dire que le dopage en soi, c'est-à-dire l'amélioration de la performance par un produit, n'est pas répréhensible à tous les degrés. Alors, la vraie raison de la lutte anti-dopage n'est pas celle qu'on dit d'habitude, c'est-à-dire l'injustice, c'est le danger. Parce qu'évidemment, si on lutte pour trouver des produits de plus en plus perfectionnés pour entraîner des performances phénoménales, la médecine nous dit qu'on met en danger les athlètes et les sportifs. Voilà, c'est la seule raison. Moi, je suis pour un combat, bien sûr, puisqu'on peut en mourir, une lutte antidopage constante, il faut donner des moyens, il faut payer. Mais par contre, il faudrait que la loi prévoie aussi de sanctionner ceux qui accusent à tort, pour que chacun retourne sa plume 3 fois dans l'encre avant d'écrire.